Bonjour tout le monde, Serge Bonin sur la page Facebook de la chaire publique Alliés. Alors on commence une série de 3 entrevues avec des spécialistes sur des sujets particuliers en marge du G7. Bon, on ne parlera pas nécessairement des visions de ces pays-là, mais c'est quand même des enjeux qui sont, je dirais, internationaux. Alors les premières questions. Donc le mot autochtone. Il y a Serge Bouchard qui se prononçait, qui disait qu'il n'aimait pas beaucoup ce mot-là parce qu'il trouvait que ça englobait un peu trop large et que ça ne donnait pas la particularité de chaque peuple différent, en fait. Est-ce que vous vivez un peu cette relation-là avec ce mot-là ou ça vous gêne pas? Le mot autochtone est quand même accepté largement. Parce qu'on va se passer la balle. Je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai que le mot autochtone, c'est assez vaste, assez large, puis ça recouvre des diversités assez importantes qu'on a tendance à oublier assez vite. Ça recouvre notamment au Canada 3 grands peuples différents. Donc on distingue les Premières Nations, les Métis et les Inuits. OK. Et la différence entre Innu et Inuit? Alors c'est une différence assez importante qui prête souvent à confusion. C'est 2 peuples vraiment différents. Donc les Inuits, ce sont des Premières Nations qui appartiennent à la famille de langue algonquienne, avec d'autres Premières Nations du Québec. Tandis que les Inuits, ce sont un peuple qui appartient à la famille de langue Iqaluit. Et ils sont, eux, originaires de vagues de migration beaucoup plus récentes que les autres Premières Nations. Mais ils restent tous les deux dans le Nord. Ils demeurent tous les deux dans les territoires nordiques ou non, pas nécessairement? C'est des territoires nordiques, mais les territoires nordiques avec lesquels ils sont en lien pour leur alimentation sont tout de même très différents. Les Inuits sont un peuple du saumon, un peuple du caribou, alors que les Inuits consomment plusieurs mammifères marins, mais ils partagent la ressource de caribou avec les Inuits. Puis plus récemment, les Inuits s'intéressent beaucoup aussi à tout ce qui est crustacés, homards, alors qu'au Nunavik, ces espèces-là ne sont pas disponibles. Donc, l'alimentation est tout de même très différente entre les Inuits et les Inuits. Okay. Là, on va parler surtout aujourd'hui des Inuits. Oui. Je ne me trompe pas. Exactement. Ça me fait plaisir du peu que je connais de partager sur les Inuits, mais c'est vraiment mieux les Inuits. Et donc, si on veut situer vraiment, les Inuits sont situés le long des côtes de l'Arctique. Donc au Québec, c'est vraiment la baie d'Ungava et la baie d'Hudson. Donc il y a 14 communautés inuites au Nunavik. Mais je peux peut-être dire en attendant qu'il y a à peu près 12 000 Inuits qui vivent au Nunavik aujourd'hui. Et qui sont répartis au sein de 14 villages, 14 communautés qui sont situées vraiment le long des côtes, au bord de la mer. Bon, on voit ici l'Institut nordique qui devrait être construit. Est-ce qu'il y a une date de prévue pour ça? C'est dans les prochaines années. Dans les prochaines années? Ça s'en vient progressivement, mais je sais que... C'est censé être situé où sur le campus? Si je ne me trompe pas, près du Vendry. C'est ce que j'ai entendu. OK, on a entendu la même chose, c'est bon. On devrait toutes les deux s'y retrouver. Donc, on voit le plan de ce que ça devrait donner. Ici, à droite, c'est un centre de recherche qui est... Kudjurapik. Ah? Kudjurapik. Kudjurapik. Voilà. Donc, c'est là que vous avez fait des recherches, des travaux? Ou... Je suis déjà passée... J'ai déjà été berger au Centre d'études nordiques. J'ai jamais fait de terrain de recherche spécifiquement à Kudjurapik. Je sais pas pour toi, Caroline. Non, moi non plus. Mais c'est un beau centre auquel il y a plusieurs efforts du Centre d'études nordiques qui gère l'ensemble des centres de recherche dans le Nord, auxquels ils ont fait plusieurs activités pour être en lien plus étroit avec les communautés. OK. Donc, puis je sais qu'avec Sentinelle Nord, il y a différents ateliers qui vont être réalisés sur place là-bas. On a ici, on voit un peu les champs de recherche là, au niveau socio-culturel, économique, environnementaux et essayer de mettre au centre de tout ça la santé des populations nordiques, le développement durable du Nord. Donc, c'est juste pour voir un peu l'axe de recherche vers lequel ça tend. Ici, on a un document qui était sur les principes de la recherche, une espèce de boîte à outils éthique. Est-ce que vous avez des trucs à nous dire au niveau de l'éthique? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une certaine difficulté quand on arrive dans ces peuples-là et qu'on veut les étudier. On peut pas s'imposer. Forcément, ils ont une culture, ils ont une façon de vivre qui leur est propre. Alors, comment on arrive à faire de la recherche sur ce terrain-là? Avec beaucoup d'humilité. Oui. Beaucoup d'humour, mais surtout... beaucoup d'humour? Le plus important, c'est de travailler ensemble. OK.
de vouloir les étudier, ça reproduit des concepts colonialistes que j'essaie d'éviter, même si parfois on se retrouve dans ce contexte-là. Pour ma part, je suis dans une position où j'ai tout à apprendre. Mes collègues Inuits ou Premières Nations connaissent leur territoire bien mieux que moi, leur alimentation. Puis souvent, moi, je viens du bas du fleuve. La fille qui va dans les communautés, c'est pas nécessairement la professeure. C'est la fille avec ses bottes à eau du bas du fleuve qui... J'essaie de m'insérer plus dans une idée de partage. On a chacun des connaissances différentes. Puis, on peut se réunir à différents moments pour se les partager. Je pense que c'est dans la position dans laquelle j'essaie de m'inscrire. OK. Même chose de ce côté-là? Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne parle plus de recherche sur les Inuits, mais avec les Inuits. Puis, je suis tout à fait d'accord avec Mélanie. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est que les gens disons que les chercheurs sont plus des facilitateurs aussi. On facilite des échanges ou de la recherche. Et l'intérêt, c'est que les gens se réapproprient ces projets-là en fonction de leurs besoins, de leurs intérêts. Donc, l'objectif, c'est de partir de notre propre recherche et de la transmettre pour qu'eux la reprennent en main? C'est un peu ça? De mon point de vue d'anthropologue, oui, il y a un peu de ça, effectivement. Okay. Ouais. Mais moi, je dirais aussi, il faut monter nos questions de recherche avec nos partenaires, le plus possible dès le départ. Même que de plus en plus, ça arrive, comme des collègues de Kaniar-Swalujjuaq qui sont venus ici à la rencontre d'études Inuit il y a quelques années pour venir chercher des étudiants sur des projets spécifiques. Okay. Ça, c'est encore mieux parce que ça dit, nous, on a des idées, on veut trouver des gens pour faire ces projets-là. Nos partenaires dans le Nord ont plein d'idées. Il faut être à leur écoute. Est-ce qu'il y a beaucoup de scientifiques dans ces communautés? Ah, mais les Inuits sont des scientifiques dans l'âme, dans le sens qu'ils ont un sens d'observation exceptionnel. Okay. Ils connaissent leur territoire. Ils voient qu'est-ce qui se passe chez eux. Dans le sens que la science, c'est de savoir observer, tu sais, avec différents outils, mais... Puis est-ce qu'ils les ont, les outils, ou est-ce que l'université leur en apporte, ou ils en ont déjà quand même pas mal de leur côté? Je pense qu'ils en ont déjà plus. Ce qu'on appelle le savoir traditionnel écologique, par exemple, les Inuits ont des connaissances exceptionnelles qui sont accumulées sur plusieurs siècles. Là, mais je sais pas par rapport à l'anthropologie, qu'est-ce que tu en penses? C'est un autre rapport, c'est un rapport beaucoup plus délicat. L'anthropologue qui arrive et pendant des dizaines d'années, l'anthropologie était quand même une discipline qui venait observer les gens. Donc ça, c'est des pratiques qui sont mises en cause aujourd'hui et qu'il faut changer dans la discipline. Donc comme on a tendance à dire, en fait, les autochtones, les Inuits ont fait irruption dans la recherche en réclamant de jouer un rôle actif. Donc c'est à nous aussi, les chercheurs, de savoir transformer nos pratiques de recherche. Donc on est aujourd'hui en réflexion et en exploration de nouvelles pratiques aussi. Puis le document que vous avez montré plus tôt, ça ici, c'était une boîte à outils qui a été faite par des partenaires autochtones qui sont basés à Wendake. Ça s'appelle la Commission de santé et services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador. Donc ça, c'est une boîte à outils qui a été montée par des partenaires autochtones qui veulent eux-mêmes reprendre, si on veut, fournir des lignes directrices sur comment faire de la recherche qui s'inscrit dans un contexte éthique, mais aussi mais qui s'adresse aussi aux chercheurs qui viennent de l'extérieur, pas nécessairement leurs chercheurs à eux. Absolument. Ça s'adresse même plus à nous. Ah oui, plus spécifiquement aux chercheurs. Mais ils veulent influencer la façon que la recherche est faite sur leur territoire, avec raison. Donc, ça, c'en est un. Il y a un autre document de l'Institut nordique du Québec qui est disponible sur leur site, que je vous ai envoyé plus tôt. C'est eux qui ont mis en place des structures pour mieux encadrer la recherche aussi. Parce que présentement, il y a plein de chercheurs ou des jeunes étudiants à la maîtrise, au doctorat, qui vont faire des projets. Mais il faut avoir une certaine forme de regard sur ce qui se passe sur notre territoire, parce que sinon, on peut dupliquer, mais aussi, c'est là qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver. Donc, il y a de plus en plus, chez nos collègues autochtones, il y a des conseils différents regroupements qui regardent ce qui se fait et qui donnent l'approbation avant que les projets viennent dans les communautés. OK. Donc, quand on veut faire un projet de recherche puis qu'on a une idée, il faut d'abord aller la valider auprès du terrain pour voir si ça a un impact et si c'est pertinent pour eux. Absolument. C'est toujours le premier objectif, en fait. C'est ce que le document ici met en évidence, effectivement. Est-ce que c'est respecté quand même? Au niveau des demandes de subventions, entre autres, et tout ça, des demandes de
subventions de recherche? Nos subventions de recherche du côté de la santé nous invitent de plus en plus à avoir des partenaires autochtones comme chercheurs principaux OK. ou même comme co-chercheurs dans nos demandes. Donc oui. Mais il demeure que dans le quotidien, ça demande une volonté personnelle et de groupe de mettre ça de l'avant. Mais parce que mettre un nom, c'est une chose, mais le faire dans le quotidien, hein, ça demande beaucoup de temps. J'avais l'image du Amundsen, qui est ici. Je présume que, je ne sais pas si vous êtes davantage sur le terrain, la terre ferme et tout ça, ou si de temps en temps vous utilisez ce bateau-là, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de recherches qui se fait dans les océans pour voir des changements climatiques, qu'est-ce que ça fait sur les espèces qui s'y trouvent. Est-ce que vous travaillez de temps en temps sur l'Amundsen? Ben, moi, j'ai eu la chance d'aller sur l'Amundsen dans le cadre de l'enquête de santé qui a été réalisée à l'automne, entre août et octobre dernier, en 2017, qui s'appelle Hanwilir Pita, qui est une initiative qui est portée par des partenaires inuits, par la Régie régionale de santé publique et plusieurs professeurs de l'Université Laval, de McGill et de l'Université de Trent. Okay. C'est une enquête de santé le bateau a fait fait le tour de l'ensemble des 14 villages pour collecter des données sur la santé mentale, la santé physique, puis aussi éventuellement la santé des communautés. Okay. Donc ça, c'est un projet qui a été porté par l'Université Laval à bord de l'Amundsen. Mais sinon, je travaille avec des collègues dans le cadre d'un projet de Sentinelle-Nord qui s'appelle le projet Bright, qui ont une mission qui va avoir lieu bientôt sur l'Amundsen, mais ça, c'est vraiment sur des enjeux davantage environnementaux. Okay. Mais le projet vise à rallier environnement et santé, parce que c'est étroitement lié via, entre autres, l'alimentation. Donc. Côté anthropologie, est-ce qu'on touche au bateau de temps en temps? Non, on le voit de loin et on fait coucou. Parce que l'Amundsen peut rarement s'approcher des côtes. C'est très difficile de naviguer à proximité vraiment des côtes. échantillons, c'est vraiment sur l'eau. De notre côté, on est plus dans les villages, dans les familles aussi. C'est important pour nous de s'inscrire et s'intégrer dans les communautés. C'est pas toujours facile, mais voilà, on partage la vie quotidienne des gens. On a fait le tour quand même de pas mal de questions. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le travail auprès des femmes inuites. Donc, c'est vous qui travaillez là-dessus, Mme Hervé. En quoi ça aurait pu transformer votre façon de faire de la recherche, ce contact-là avec les femmes inuites? Peut-être nous parler d'abord de ce que vous avez fait comme recherche sur les femmes ou avec les femmes. Je dirais avec, probablement, dans ce contexte-là dont on jase depuis tantôt. Ben, en fait, j'ai travaillé, comme vous le mentionniez tout à l'heure, de 2014 à 2017 pour l'Association des femmes inuites. Saturvit, donc les femmes inuites du Nunavik. Et pendant le temps que j'étais donc à la tête de l'association, j'ai pas mené de recherche en tant que telle parce que j'étais à plein temps, donc je pouvais pas tout faire en même temps. Mais cette implication dans l'association, dans la cause des femmes inuites, m'a vraiment effectivement a transformé ma façon de comprendre le Nunavik et de faire de la recherche. Tout d'abord en prenant conscience de leurs conditions de vie, de leur réalité, de leurs besoins. Il fallait que je les représente dans certaines réunions nationales, régionales, etc. On a mené des études à l'intérieur de l'association sur les conditions de vie des femmes. Donc c'est vraiment cette prise de conscience au départ, puis ensuite la nécessité d'aller au-delà de la prise de conscience, de faire des actions. Donc aujourd'hui, dans la recherche, je cherche également à répondre à des besoins actuels dans les communautés. Donc moi, ça fait à peine un an que je suis professeure à l'université, donc j'engage des projets de recherche, mais j'en suis pas encore à donner des résultats ou. Mais ce contact-là avec ces femmes-là, comment ça vous a transformé, vous, comme être humain, comme façon de voir les relations peut-être, ou façon de vivre carrément, une philosophie de vie très différente d'ici? Je présume. Oui, c'est sûr. À ce moment-là, je vivais aussi j'ai vécu à Inukjuak et Puvirniturk, et j'ai emmené mon fils à la garderie. Je voyais les mamans tous les matins. Donc j'ai vraiment partagé leur quotidien. Puis ça m'a transformée en tant que personne parce que j'ai réalisé que être maman, ça peut signifier différentes choses. C'est pas seulement un modèle qu'on a nous dans notre propre société. Et puis que justement ces femmes-là, elles étaient confrontées à d'autres modèles parentaux qui sont imposés par une autre culture, par des services, par une administration qui est en place, et que c'était difficile pour elles de
de vivre entre ces deux mondes-là. 3 axes de recherche, ça c'est pour Caroline, je pense. Hein? Ouais. La gouvernance, le mieux vivre ensemble, les savoirs. Est-ce qu'il y en a un qui prend plus le dessus sur l'autre au fur et à mesure qu'on avance, ou on essaie vraiment de toucher à ces 3 axes-là? En fait, ils sont liés. À travers la gouvernance, je m'intéresse plutôt aux aspects de la justice, donc à la relation entre les Inuits et le milieu de la justice, comment ils comprennent ou ne comprennent pas la justice et comment la justice actuelle est capable ou incapable d'intégrer les savoirs traditionnels. Et je m'intéresse aussi au rôle des femmes dans la justice parce qu'elles ont un rôle très important. C'est elles qui occupent le plus de positions au Nunavik, par exemple, dans les instances de justice alternative. C'est elles qui sont les plus représentées, enfin les plus nombreuses. Donc, mais ça ressemble à quoi le système de justice là-bas? Est-ce que c'est vraiment des jurys, des juges? J'imagine que ça n'a rien à voir. C'est le système judiciaire canadien. Okay. La cour est là, la cour vient, elle tourne entre les villages, mais et donc les services de police sont là également. Mais il y a depuis plus d'une dizaine d'années, une quinzaine d'années, une tendance à valoriser aussi la justice traditionnelle. Donc il y a des comités de justice qui ont été créés dans les villages du Nunavik qui visent à pas forcément criminaliser ou pénaliser la personne tout de suite, mais plutôt à la réintégrer à la communauté, à la famille, et à mettre en valeur, à réutiliser certaines valeurs inuites. Okay. Donc ça, c'est l'un des exemples. Et sinon, il y a des agents beaucoup d'agents de réintégration sont des femmes inuites. Donc là, elles travaillent directement avec les femmes et les hommes pour leur réintégration dans les villages. J'ai une petite question du public, je vais la prendre. Louis-Philippe, est-ce que les 2 chercheuses ont vécu des chocs culturels en lien avec leur contact avec les communautés autochtones? On en a quand même parlé un peu, mais est-ce que vous avez des trucs à ajouter là-dessus? Le choc culturel, quand on arrive là pour la première fois, en fait, c'est un peu ça la question. Ah oui. C'est quoi le dépaysement, en fait, qu'on vit quand on y arrive? Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années en Amérique du Sud. Donc, je travaillais en Amazonie brésilienne pendant mes études de maîtrise, de doctorat. Puis, à un moment donné, en 2010, pendant mes études postdoctorales avec mon mentor Éric Dewali, j'ai eu l'opportunité, il me dit « Ah, j'ai un petit peu de fonds de recherche, on avait une question à répondre. » Il dit « Veux-tu partir au Nunavik? » J'ai fait « OK. » Je partais, c'était le vendredi, je partais le lundi matin. Puis, je vous dirais que j'ai eu un plus grand choc culturel en allant au Nunavik qu'en allant en Amérique du Sud. Dans le sens que, quand on va en Amérique du Sud, souvent, on est le blanc, puis on ne porte pas un passé aussi colonialiste. Que quand on se retrouve dans le Nord, rapidement, on sent une tension qu'on ne retrouve pas en Amérique du Sud autant. Du moins, moi, je l'ai pas, j'ai jamais autant senti. Alors que vivent difficilement cette arrivée. Avec raison. Les Blancs qui viennent occuper le territoire, enfin, ils touchent pas trop au territoire, mais qui viennent quand même. Il y a beaucoup d'emplois qui sont occupés par les Blancs à Kuujjuaq, entre autres. Là. Cette fois-là, c'était à Kuujjuaq. Donc, pour moi, ça a été un grand choc de voir, de voir qu'il y avait peut-être pas tant d'Inuits que ça à Kuujjuaq, mais aussi qu'effectivement, il y avait une tension aussi grande. Il y a beaucoup de Blancs parce qu'il y a des spécialités qui sont Il nécessaires là-bas. y a beaucoup d'emplois. Qui ne sont pas enseignés là-bas. Mais peut-être que tu pourrais mieux compléter moi pourquoi il y a autant de Blancs à Kuujjuaq. En fait, ouais, tout à fait. On a mis en place des administrations sur le modèle du Sud. Donc, quand je dis le Sud au Nunavik, ça veut dire le Sud du Canada. Et donc, voilà, les Inuits se doivent selon ce modèle-là, se doivent de fonctionner au sein de ces administrations avec ses règles et ses procédures. Et ça, concrètement, c'est quelque chose qui n'est pas en lien avec leur culture. Donc, en fait, ils sont confrontés déjà là, rien que dans le milieu professionnel, à des pratiques qui ne sont pas les leurs, qui ne sont pas naturelles pour eux et qui doivent apprendre. Donc, je présume que c'est dérangeant pour eux aussi de devoir se réorganiser en fonction d'un gouvernement autre, forcément. Tout à fait. Puis derrière, il y a toute la question de l'éducation aussi, c'est-à-dire que ces emplois exigent des diplômes que les Inuits n'ont pas forcément. Donc, et ça paraît naturel pour
ces organismes régionaux qui fonctionnent selon des normes du Sud. Comment ça fonctionne l'école là-bas? Est-ce qu'il y a vraiment une structure école primaire, secondaire et jusqu'à l'université, ou c'est un peu plus libre justement dans la transmission traditionnelle? C'est plus familial qu'on transmet un peu les savoirs? Non, il faut savoir qu'à partir de 1975, la signature de la convention de la baie James et du Nord québécois, il y a toute une administration qui se met en place au Nunavik. Donc il y a la création d'une régie de la santé pour prendre en charge les soins de santé. Il y a la création d'une commission scolaire, donc la commission scolaire du Nunavik, qui est encore en place aujourd'hui et qui gère selon des programmes définis dans le Sud le fonctionnement du système éducatif. Donc c'est le programme du ministère de Oui, l'Éducation. Tout à fait. Que les Inuits tentent d'adapter un peu, mais finalement leur mâche de main. L'histoire leur laisse une grande place, j'espère, au moins dans leur cursus à eux. Ils y travaillent, mais pas encore Pas assez tant à que leur ça. goût. Ouais, pas encore En même temps, assez. l'Inuktitut est enseigné jusqu'en 3e année. C'est crois bien que ça, c'est oui, ça. c'est ça. Donc, une partie du cursus scolaire se fait dans la langue locale en Inuktitut jusqu'en 3e année. OK. Parce que les gens. Pour les gens s'assurer parlent de l'apprendre. encore. Ah, On va absolument. On va parler de la langue, elle est encore vivante, Ah, très très vivante. vivante. Ouais. Est-ce qu'elle est menacée un peu? Est-ce qu'elle est en déclin? Je Non, crois pas du qu'elle tout. soit menacée au Nunavik. Ouais, c'est vrai que c'est comparativement à l'Alaska par exemple, où les gens parlent très peu leur langue, l'Inupiaq. Je trouve que les gens du Nunavik ont réussi à conserver leur langue de façon incroyable, et ça fait du bien de voir ça, de voir les enfants jouer dans leur langue dans la rue. Pour moi, c'est le signe d'une richesse linguistique incroyable. Après, dans les milieux professionnels, ça tend à parler un peu anglais, surtout qu'il y a beaucoup de blancs, de radlunat, comme on les appelle. Donc, De comment? radlunat, OK. Ça, c'est le nom inuit pour parler. pour des dire les blancs, Ok. c'est ça. Donc, souvent, les relations de travail vont se faire assez facilement en anglais, bien qu'il y ait quand même des tentatives de créer des néologismes et de traduire, en fait, des concepts de professionnels là, dans la langue inuit. Mais c'est quand même une région assez forte au niveau linguistique. Ouais. Et puis, est-ce que vous l'avez appris? Inuktitut un peu, sans le maîtriser totalement, mais est-ce que c'est compliqué à apprendre? Parce qu'il y a des langues plus faciles que d'autres, mais ça, j'imagine, c'est quand même assez loin de la nôtre. L'Inuktitut est une langue fascinante et vraiment la structure très linguistique, imagé, hein, la très structure poétique. linguistique est complètement différente, mais il y a aussi des concepts qui n'existent pas en français, qui sont très difficiles à traduire. Donc, je pense un bel exemple, c'est le mot en Inuktitut pour l'alimentation traditionnelle, qui dit, je crois, si je me trompe bien, les aliments vrais. Mais comment traduire ça en aliments traditionnels, c'est pas tout à fait ça. Donc, des fois, la traduction est difficile dans une direction ou une autre. Un autre bel exemple, c'est moi qui travaille sur les contaminants environnementaux, le mot mercure n'existe pas en Inuktitut parce que c'est un élément qui est venu récemment dans les discussions avec le Nunavik. Donc, souvent, la traduction d'une langue à l'autre pose plusieurs défis. Mhm. Souvent, il y a un mot qui exprime une très longue idée. Hein? Ben, c'est ce dont on m'avait parlé. Le peu de cours que j'ai fait m'a permis effectivement mais peut-être que tu veux rajouter que c'est vraiment plus le champ d'anthropologie que le mien. Oui, mais je vois sa question. As-tu fait des cours? Ouais, moi j'ai suivi 4 ans de cours oui. en langue inuit à Paris, parce qu'à Paris, ah oui. on enseigne... Avec Michel? Oui, avec Ah. Michel Terrien, ouais. On enseigne l'Inuktitut. Et puis, Est-ce qu'il y a des cours de ça ici aussi au Québec? Ou... Il aurait à Paris, il y en pas ici? avait à l'Université Laval. C'était Louis-Jacques Doré, qui était anthropologue, Ok. professeur au département d'anthropologie, qui les donnait. Maintenant, il n'y en a plus malheureusement à l'Université Laval, mais l'Université souhaite en redonner, donc ça peut revenir. Il y en a à Montréal. Georges Philotas en donne à Montréal. Ok. Alors, un défi mais, au département des langues. C'est ça. Mais en tous les cas, quand je suis arrivée la première fois dans un village, malgré ces 4 ans d'apprentissage, je ne savais plus rien. Donc il faut réapprendre. Mais je parle pas couramment, mais un petit peu pour le quotidien en tous les cas. Est-ce qu'il y a des Inuits en dehors du Québec? Parce que, bon, si on l'enseigne en France, est-ce qu'il y en a aussi au nord de la France, les pays scandinaves ou des trucs comme ça? C'est pas des Inuits, c'est des peuples nordiques. Au nord de l'Europe, il y a les Samis.
Okay. Puis, il y a des peuples nordiques aussi. Est-ce qu'ils partagent la langue aussi? Non, c'est ça, c'est d'autres langues là, à ce ouais. moment-là. Petite parenthèse, ici, on avait des cours en ligne ici. Ceux qui veulent en savoir plus, là, on offre ça à l'Université Laval, c'est Thierry Rodon. Alors, penser le Nord entre imaginaire et science, le territoire à l'occupation humaine, les populations autochtones du Nord, de la négligence à l'affirmation, enfin bref. Si ça vous intéresse, sachez qu'il y a des cours en ligne que vous pouvez... Gratuits. Qui sont gratuits, en Absolument. plus. Bon, alors on en profite. Oui. Je veux juste rajouter que c'est pas pour faire de la publicité interne, mais le département d'anthropologie donne un cours aussi qui s'appelle Perspective anthropologique sur les Inuits. Parfait. Et qui permet de former donc des étudiants d'anthropologie, mais aussi des jeunes professionnels qui partent dans le Nord. Ça permet de leur donner des outils pour comprendre la différence culturelle. Bon, on arrive justement à la culture. La culture inuite, bon, on connaît un peu les Inukshuk, les sortes de sculptures qui nous arrivent, les igloos. Est-ce que c'est un peu trop stéréotypé, ça? Est-ce que ça représente bien ce qu'ils sont, ce qu'ils font? Est-ce qu'on peut, je présume qu'on peut en rajouter beaucoup de subtilité à travers tout ça? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus, sur la culture vraiment inuite, leurs chants traditionnels, leurs œuvres d'art. Moi, je pense que... La danse, peut-être. Moi, je pense que la plus belle chose que j'ai partagée avec les Inuits, c'est l'humour. Ah oui? Le sens de le l'humour. Le peuple rieur, disait Serge Bouchard. Oui, absolument. Que ce soit la majorité des collègues des Premières Nations, des Inuits, un sens exceptionnel de l'humour, absolument. Puis est-ce qu'on est capable de le qualifier, ce sens de l'humour-là? Parce que des fois, on est capable de donner quelques... Si tu taquines, c'est parce qu'ils t'aiment bien. OK. Donc, c'est un humour assez taquin, assez... Ah oui. Oui. Mais plus pour la culture, c'est ton domaine. C'est une question énorme, donc c'est sûr que je peux pas... Oui, tout à fait. Je tends des perches et on voit où ça nous mène. Ouais, mais en continuité de ce que Mélanie dit, le jeu aussi, ils adorent jouer. Et c'est assez impressionnant, même par exemple sur la période de Noël. Le village s'arrête pour jouer et faire la fête pendant presque 3 semaines. Okay. Et le 3 janvier, quand tu penses que ça y est, c'est fini, là tout le monde va rentrer chez soi, non, il y a encore un deuxième défilé de motoneige dans tout le village. C'est des défilés de motoneige. Il y a des défilés de motoneige, il y a des... En voiture allégorique, là, avec les... Non, il n'y a pas de décoration, mais c'est vraiment magnifique. Dans la nuit polaire, il défile en motoneige, même sur la banquise devant le village et tout. Et puis, tous les soirs, tous les après-midi et tous les soirs, il y a des jeux dans la salle communautaire. Ils organisent des grands jeux, des festins. Des déguisements. Des concours de déguisement. Concours. Okay. Ouais. C'est très drôle. Ouais. Quelle sorte de déguisement? Une fois que je suis allée, c'était un concours de chapeaux. Okay. Mais c'était vraiment très drôle. Absolument. Tu sais, les gens font des magnifiques choses avec peu de choses, là. Donc, oui. C'est vraiment drôle. Ça, c'est des savoirs qui viennent de leur tradition aussi, ou ils vont des fois chercher je sais pas si c'est des tissus ou des ressources qui viennent d'ailleurs, ou... C'est sûr que les la capacité de travailler les textiles, les manteaux inuits sont magnifiques. On les connaît avec les grandes fourrures, les amaoutis pour mettre les enfants derrière. Ils ont une capacité de travailler les tissus qui est accessible. Je sais pas s'ils l'appliquent pour les chapeaux, là, c'était plus du bricolage maison. Mais la capacité de, je pense que les vêtements sont une œuvre d'art. En tout cas, moi, quand je les regarde, j'ai vraiment envie d'en avoir un. Ouais, c'est vrai. L'inuktitude, on en a parlé, alors on va passer à la vie sociale. La vie sociale des Inuits, comment ça fonctionne? Qui est, un peu... Quels sont les rôles de chacun, des hommes, des femmes, des enfants à travers tout ça? Ça reste une question large aussi, mais peut-être quelques éléments de réponse sur... Est-ce qu'il y a un horaire? Est-ce qu'il y a un déjeuner, dîner, souper comme ici, de façon très cordée, ou ça reste un peu plus libre? Pour répondre à cette question-là, en fait, oui, maintenant, il y a un horaire de déjeuner, dîner, souper, parce qu'ils travaillent, en fait, la plupart. Donc, ils ont ces horaires-là. Les enfants vont à l'école aussi. Mais ça les empêche pas, si par exemple des chasseurs reviennent à 11h du soir, de se mettre de se réunir et de manger du poisson tout cru ou gelé
fraîchement pêchés. Est-ce qu'ils ont tous un emploi ou le travail, au départ, c'était de la chasse et puis pour nourrir? Est-ce que maintenant, ça s'est transformé au point qu'il y a des industries qui emploient puis qui vont directement dans des usines ou dans... C'est surtout des emplois publics, en fait, pour faire tourner le village. Mais oui, il y a des emplois. Ils travaillent à l'école, garderie, l'office municipal, l'hôpital. Okay. Donc vraiment, toutes les institutions locales fournissent une grande majorité des emplois. Donc leur vie tourne autour de ça, mais à l'intérieur des familles, après, il y a quand même des liens très particuliers qui se nouent entre les frères et sœurs, par exemple. Souvent, l'aîné d'une famille va donner assez rapidement des ordres à ses petits frères, si c'est un jeune homme, à ses petits frères, ou si c'est une jeune femme, plus facilement à ses petites sœurs. Puis les plus jeunes n'ont pas tellement le choix ils sont obligés d'aider leur aîné et de coopérer à ce qu'il fait. Et pareil, si par exemple la grand-mère demande à une de ses petites filles d'aller lui acheter quelque chose à la coopérative, donc au magasin du village, elle n'a pas tellement le choix que d'accepter. Donc il y a des contraintes comme ça, sociales, liées à l'âge, puis à la position dans la fratrie, souvent. Mm-hmm. Ce qui nous amène, je retrouve mes cartes, alors on va peut-être pouvoir en parler un peu plus. Alors, là, ici, on a les communautés du Nord, le Nunavik, le là, je me risque pas. Nunatiavut. Nunatiavut, voilà, le Nunavut. L'Inuvialuit. Ah, là, c'est pas mal. On va y arriver comme ça. Donc, vos travaux se sont surtout concentrés au Nunavik, c'est ce que je comprends? Au Nunatiavut un peu? Pour ma part, surtout au Nunavik. Oui, moi aussi, oui. OK. Donc, si on agrandit un peu cette partie-là. Donc, on voit on parlait de Salouit tout à l'heure. Est-ce que vous avez visité un peu tous ces... Est-ce qu'on dit des villages, des villes? C'est plus petit que des villes. C'est que les populations, à peu près, ça ressemble à quoi? En fait, Kuujjuaq, c'est 2500 habitants. C'est le plus gros village du Nunavik. Mm-hmm. Et le plus petit, c'est à Opaluk, et il fait 200 habitants. Opaluk, qui est juste là. Okay. C'est ça. Et puis, on a quelques gros villages, Inukjuak, Puvirnituq et Sadluit, qui tournent autour de 1200 habitants à peu près. Okay. Donc, c'est une population de 12 000 habitants, le Nunavik. Il ne faut pas oublier qu'il y a des Inuits qui vivent à Montréal, de nombreux Inuits qui vivent à Montréal, et de plus en plus d'ailleurs. J'ai une autre carte ici, est-ce que ça... Non, c'est la même chose. C'est pas mal la même chose. Ah, mais ça, c'est en langue, non. Avec un syllabique, oui. Ça, c'est l'alphabet, en fait. C'est du syllabique. D'Inuktitut? Oui. Voilà. Ah. Mais c'est pas traditionnellement... Chaque lettre est un son complet. Comment ça... Si on lit ce mot-là, est-ce que ça se prononce vraiment Umiujak? Umiujak. Chaque lettre, chaque signe est une syllabe, en fait. Okay. Mais c'est pas traditionnel inuit. Ça a été importé par les frères moraves. Comment ça s'exerce pour les femmes et pour les hommes, ce pouvoir-là sur leur société, en fait, là? Comment ça s'organise aussi, le pouvoir politique, gouvernemental, quelque part? Là, déjà, au niveau de la relation homme-femme, on parle pas vraiment de... certains parlent du pouvoir de l'homme sur la femme, et les Inuits ont tendance quand même à expliquer que leurs relations sont complémentaires. Mm-hmm. Donc chacun, à travers leurs différents rôles et responsabilités, se complète en fait dans la gestion du quotidien. Ensuite, au niveau du pouvoir plus politique, les femmes ont de plus en plus de place dans les organisations politiques. Si on regarde aujourd'hui les principales organisations politiques du Nunavik, on a un homme à la tête de la société Makivik et ensuite 3 femmes à la tête des 3 autres entités politiques, donc l'administration régionale, la commission scolaire et la régie de la santé. Donc les femmes ont vraiment une place assez importante au niveau politique. Il y a quelques mairesses aussi qui sont femmes. Oui, exactement. Il y a quelques mairesses. Il y a même un village en particulier, je crois que c'est... j'ai oublié le nom du village, où depuis la mise en place des conseils municipaux au début des années 80, c'est pratiquement que des femmes qui siègent sur le conseil municipal. C'est pas celui-là, mais celui-là, il est assez fort, effectivement, au niveau de la présence des femmes. Ouais.
On bascule l'environnement. Non, OK. Hein, un peu dans votre domaine de ce côté-là. Mais les femmes font partie de l'environnement. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, on voit la fameuse vidéo de la NASA là, qui montre d'année en année comment la planète se réchauffe avec des couleurs un peu dramatiques, mais on le constate très bien dans cet endroit-là, dans le Nord. Pourquoi ils sont plus touchés qu'ailleurs par rapport au changement climatique? C'est sûr que moi, je suis pas une experte en soi des changements climatiques, mais il demeure que l'Arctique, en étant en pôle, est un témoin premier des effets des changements climatiques, le régime de glace, le régime de vent. On a le graphique ici là, de la baisse de la banquise année après année. Puis il y a plusieurs collègues à l'Université Laval, entre autres au département de biologie, qui pourraient vous en parler pendant des heures. Mais je pense que pour ce qui est du point de vue plus de l'alimentation inuit, les Inuits dépendent étroitement de leur environnement pour s'alimenter. Mm-hmm. Donc, n'importe quelle communauté qui va être en lien étroit avec leur environnement pour s'alimenter vont évidemment être plus vulnérables au changement climatique. Dans le sens que si les stocks changent, par exemple, la population de caribou présentement vit de grands défis. Mm-hmm. Ça a déjà été le cas dans le passé, mais est-ce que là, ça va être plus grand comme chute de la population de caribou? Ça, c'en est un. C'est le cas, on en a parlé ici, là, d'interdire la chasse pour conserver les populations et tout ça. Là. Présentement, il y a un bel effort avec les Inuits et différents groupes des Premières Nations pour mieux gérer ensemble. Là. Mais c'est un sujet très politique. J'inviterais à inviter Steve Côté, il va vous en voir davantage. C'est pas mon champ de... Oui, c'est ça. Mais d'un point de vue de l'alimentation, c'est sûr que viande, tous les changements, effectivement, l'Arctic Char, c'est l'ombre de l'Arctique, c'est l'aliment clé au cœur de l'alimentation inuite. Ça, puis le beluga, c'est deux aliments forts. Il y en a d'autres, les oies, qui sont des oiseaux migrateurs, le phoque, entre autres, qui sont au cœur de l'alimentation des petits fruits, qui sont au cœur de l'alimentation des Inuits. Puis, veux pas si ces ressources-là, pourraient les stocks en tant que tels, donc l'accès ou la disponibilité de la ressource, mais aussi, avec le projet Bright, par exemple, on vise à mieux comprendre comment les changements climatiques ou les changements environnementaux en général pourraient amener un changement dans la qualité. T'sais, par exemple, l'ombre de l'Arctique, tous les aliments du Nord sont de qualité exceptionnelle, sans équivoque. Il y a certains d'entre eux qui peuvent contenir des contaminants, mais de façon générale, c'est 100 fois ou 200 fois meilleur que ce qu'on retrouve à l'épicerie dans la majorité des cas. Puis, il se pourrait que, par exemple, s'il y a des petits changements au niveau de la chaîne alimentaire marine qui se produisent au niveau du phytoplancton, mais ça peut amener des changements dans tous les maillons supérieurs de la chaîne alimentaire. Comme, par exemple, le phytoplancton est responsable de la production des fameux oméga 3. Donc, s'il y a des changements qui se passent dans le bas de la chaîne, ça pourrait se répercuter jusque dans l'ombre de l'Arctique. Là aussi, par exemple, avec différents changements, si les poissons s'alimentent sur différents stocks, ça pourrait amener un changement de la couleur de l'ombre de l'Arctique. Les Inuits ont une capacité, ils ont un goût exceptionnel. Ils peuvent dire tel poisson, ça vient de telle place, tel poisson. Oui. Ils n'essayent pas de leur passer du poisson d'élevage. Ça marche pas. Donc, ces petits changements-là, dans tous les différents maillons de l'écosystème, pourraient avoir un effet sur la qualité ou même la quantité de gras qui est dans le poisson. Donc, les changements climatiques peuvent s'opérer à différents niveaux. Ou, par exemple, si pour on en parlait hier parce qu'il y a éventuellement une belle initiative qui s'en vient de recherche pour financer des projets là-dessus, puis on se disait, si par exemple, il y a un stock, là je parle d'une population X qui vient à diminuer, les connaissances qui sont en lien avec comment accéder à la ressource, la pêche, la chasse se perdent. Si un jour la ressource revient plus tard, ces connaissances-là pourraient être perdues à long terme. Comme c'est un peu ce qu'on vit dans le fleuve Saint-Laurent avec le sébaste. Le sébaste est un poisson de fond il y a eu un moratoire, je pense, en 1994. Présentement, le sébaste revient en force dans le fleuve, sauf qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent plus comment le transformer. Donc, il y a tout le lien étroit, non seulement, oui, la qualité de l'alimentation, mais tout le système de connaissances en lien avec l'accès à la ressource. Comme ils n'écrivent pas, eux. Est-ce qu'ils écrivent maintenant? Est-ce qu'ils ont adopté cet alphabet-là qu'on a vu tout à l'heure qui venait de l'étranger? Je pense que c'est des connaissances d'abord et avant tout passées de mère en fille, de père en fils. Donc, quand le poisson disparaît et réapparaît une ou deux générations après, le savoir s'est pas transmis. C'est un peu ça se pourrait, mais dans le sens... Oui, c'est surtout des connaissances traditionnelles qui sont spécifiques aussi à chacune des régions. Souvent, ces connaissances-là ne sont pas uniformes. C'est des connaissances très adaptées à leur écosystème. Donc,
Mais les changements climatiques peuvent avoir plein d'autres effets complexes et interreliés là, sur la santé On parlait, mentale. bon, le mercure, le mot n'existe pas, donc ça, c'est des polluants. Ça vient pas nécessairement des changements climatiques, ça vient de l'activité humaine. Le mercure... Quel genre de nouveaux ingrédients indésirables se retrouvent dans leur nourriture maintenant? Là? Le mercure est dans... il y a un petit peu de mercure qui est naturellement présent dans les écosystèmes marins, qui a toujours été là. Sauf qu'avec l'essor de la révolution industrielle, le mercure a été remis en circulation via, par exemple, les industries au charbon ou l'exploitation de l'or qui utilise du mercure. C'est surtout les formes artisanales. Puis, différents contaminants voyagent au pôle avec les courants atmosphériques pour s'accumuler dans les écosystèmes marins, puis ensuite entrer dans la chaîne alimentaire. On va les retrouver surtout, par exemple, dans le cas du mercure, dans la chair de certains mammifères ou poissons prédateurs, ceux qui sont en haut, ceux qui mangent les autres. Donc, par exemple, la chair de beluga ou bien la chair de truite grise, qui sont un poisson prédateur. Okay. Donc, on va retrouver des concentrations élevées, mais dans d'autres espèces, il n'y en a pratiquement pas. Okay. Donc, puis c'est sûr qu'il y a des siècles et des siècles d'accumulation, pas des siècles, des siècles, mais des décennies d'accumulation de contaminants dans la banquise, qui, si elles font, il existe une grande question, qu'est-ce qui va arriver? Il y a plein de choses qui vont se passer dans ça, parce que c'est tous des systèmes très dynamiques. On voit la glace, mais la glace, elle bouge, il y a toutes sortes de systèmes dynamiques qui se passent, on ne sait les pas. Les contaminants s'infiltrent dans la glace, Ben, même si on a l'impression que c'est un gros bloc monolithique. Ils sont accumulés là, il y a plusieurs personnes qui disent, OK, le mercure va être recirculé dans les écosystèmes. Est-ce que ça pourrait... C'est plein de questions auxquelles on sait très peu prédire qu'est-ce qui va se passer. Il y a plusieurs projets de recherche en cours, mais c'est très difficile de prédire qu'est-ce qui va se passer. Puis est-ce qu'il y a des maladies reliées à ça qui font davantage... qui naissent davantage le mercure est un contaminant qui pose des enjeux, surtout lorsque les enfants sont exposés durant la vie utérine, durant la vie fœtale. Donc, c'est vraiment au niveau, durant la fenêtre de la grossesse, que c'est important de prévenir l'exposition au mercure, d'abord et avant tout. Durant la petite enfance aussi, mais puis le mercure, c'est connu, les deux grands effets les mieux connus, c'est d'abord et avant tout les effets sur le développement du système nerveux. Donc, c'est pas le seul élément qui va jouer sur le développement des enfants, mais ça fait partie des éléments qui peuvent avoir des effets sur le développement des enfants. Mais aussi, sachant qu'il y a des solutions qui existent, mieux vous prévenir. Une petite question ici de Nicolas, alors je vais la transmettre ici. Est-ce que les habitants du Nunavik préfèrent aujourd'hui quitter leur lieu natal pour s'installer au sud, dans les grands centres urbains? Est-ce que cet attrait-là... Je pense qu'il faudrait leur demander. Oui. Mais est-ce que vous sentez sur le terrain qu'il y a cet attrait-là que les gens quittent ou il y a quand même une certaine rétention qui se fait? Est-ce qu'ils sont attachés le Nunavik à ce point-là à est leur ouvert culture? sur le monde, là. Ouais, mais en plus, c'est drôle parce qu'il y a, je pense, dans les années 40, 50, certains administrateurs avaient imaginé, pour des questions de gestion administrative, de déplacer tous les Inuits puis de les amener dans des réserves dans le sud. OK. Et les Inuits seraient tellement malheureux de quitter leur territoire, là où ils ont grandi, là où ils ont appris des choses. Non, ils sont heureux, ils sont heureux chez eux. Le seul problème, c'est qu'en ce moment, il y a une crise du logement aiguë et qu'ils n'ont pas tous accès à des logements. Ce qui fait que beaucoup quittent le nord, pour trouver des logements dans le sud. Le problème aussi de l'éducation, il n'y a pas d'école secondaire au Nunavik, de collège. Donc ils sont obligés de quitter le nord pour aller poursuivre leurs études et l'université dans le sud. Donc c'est les principales raisons qui les poussent à partir. Mais la plupart reviennent, sont attachés là. S'ils ont un logement, ils vont revenir la plupart du temps. Ah, s'ils ont un logement, parce que c'est pas nécessairement... Ouais, mais quand même, abondant, il y a une tendance de plus en plus forte de migration des Inuits vers les grandes métropoles du Sud. Ça, on le constate aujourd'hui. Comme un peu partout en région, au Québec entre autres, là, mais il y a une urbanisation aussi qui se sent. Oui, pour avoir accès aussi à différents services. Est-ce qu'il y a toujours un peu cette dualité-là? Je suis un jeune Inuit. Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je vais rester? Est-ce que je vais partir? Je pense qu'il y a l'attrait de découvrir aussi. Oui, c'est ça. On l'a tous, surtout à cet âge-là, dans le sens de découvrir le monde, de mieux comprendre. Mais les jeunes qui descendent à étudier dans le sud, souvent au collégial, vivent de grands défis. Là. Vivent dans un petit village de
de 300 personnes, 400, 500 personnes, puis arriver dans une grande ville comme par exemple Montréal ou Québec, c'est très difficile de s'adapter, de comprendre la ville, ses mouvements, de s'y retrouver aussi. Là. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui retournent rapidement. C'est très dépaysant. C'est très, très dépaysant. Ouais. La neige en hiver ici, c'est pas beau. Là. En tout cas, en grande ville, plein de slush, là, c'est pas la même chose que le Nord. On parlait du phoque un petit peu dans l'alimentation tout à l'heure. Bon, il y a eu le boycott, entre autres avec Brigitte Bardot, en Europe, de ces produits-là. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que c'est un produit majeur de leur production, leur état économique, quelque part? Est-ce que ça a eu un impact, ce boycott-là, européen? Je vous invite à aller voir le documentaire qui s'appelle Inuk en colère, qui a été fait par une Inuit, qui est disponible sur le site de l'ONF. C'est un documentaire qui présente exactement l'impact des groupes, la pression que les groupes animaliers ont mis sur la chasse aux phoques au Canada. Inuk en colère. Ouais. Donc, c'est un documentaire qui est vraiment bien fait et qui présente l'ensemble des enjeux. Moi, ce que je peux dire de ce que je connais, c'est que le phoque est une ressource exceptionnelle. La viande de phoque est relativement faible en contaminants. Elle est extrêmement riche en fer. Le gras de phoque est plein de bons gras. Les contaminants qui s'accumulaient dans le gras sont en diminution. Elles sont connues pour différentes propriétés, tant pour la santé que médicinales. La peau de phoque est utilisée à de multiples façons. Donc, les Inuits utilisent dans leur entièreté les animaux qu'ils chassent. Ils n'en perdent pas un morceau. La grande question, c'est... il y a toujours la question comment on pourrait les aider, ces peuples-là, à mieux vivre. Quoique, la vraie question, c'est est-ce qu'ils souhaitent être aidés? Est-ce qu'ils ont envie que nous, les Blancs, ayons nous mêler de leurs affaires? On leur a déjà, visiblement, suite à l'entrevue, je vois qu'on leur a imposé beaucoup de choses, on leur a suggéré beaucoup de cadres qui n'étaient pas les leurs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on est dans le cadre du G7, les grands pays se réunissent et on va parler de changement climatique, mais peut-être de gestion aussi des peuples autochtones. Est-ce que ces grands gouvernements-là ont un rôle à jouer, puis est-ce que les Inuits ont envie que ces gouvernements-là jouent un rôle? Une grande question, hein? Ça peut être délicat, mais... C'est vraiment aux Inuits de dire ça. Je pense que c'est à eux, c'est eux qui définissent leurs besoins par rapport à quelles relations ils veulent avec les gouvernements. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, les Inuits, ça n'a jamais été un peuple, agressif. Enfin, ils ont toujours cherché le compromis. C'est pas un peuple qui cherche à se séparer ou à devenir, en tous les cas, en ce moment, absolument souverain. Ils veulent plutôt avoir une nouvelle position dans la relation avec l'État et que les gouvernements les considèrent comme des partenaires et pas comme un peuple à gérer donc voilà, pour eux, c'est ça qui est important, c'est d'être considérés comme de véritables partenaires. Est-ce qu'ils s'adaptent bien à ce cadre-là qui leur a été... est-ce qu'on dit imposé ou ça a été proposé puis on dit oui, OK, on en prend des bouts, ça nous convient, ça on laisse tomber? Dans tout le cadre, on parlait du cadre juridique, du cadre de gouvernance et tout ça. Il y a quand même un leadership assez fort au Nunavik maintenant où justement ils choisissent en fait les directions qu'ils veulent prendre et les cadres qui leur convient ou pas. Par exemple, la loi sur la protection de la jeunesse est en train d'être renégociée avec les Inuits pour pouvoir l'adapter à la réalité du Nord. Donc il y a différentes tentatives. Il y a une ouverture quand même des gouvernements pour adapter les pratiques administratives, mais tout ça se fait quand même au sein d'un contexte très particulier où les Inuits doivent quand même rester au sein du Canada et des différentes législations qui ont été créées. Parce que il y a eu la Convention de la baie James et du Nord québécois. Est-ce que c'est encore adapté à la réalité d'aujourd'hui? Puis il y a eu aussi, en 2011, il y avait une volonté de regrouper différents secteurs régionaux pour en faire une sorte de gouvernement un peu plus unitaire. Puis ils ont dit non à 66%.
dans toute cette régie-là de gouvernance, qu'est-ce qui serait, en fait, qu'est-ce que ce nom signifie là pour eux, pour l'avenir de ces peuples-là? Ce qui s'est passé au niveau du référendum sur le gouvernement du Nunavik, c'est que les négociations proposaient en fait que les actuelles administrations régionales se regroupent sous un même toit pour créer un gouvernement inuit. Et la plupart des Inuits ont dit, mais attendez, nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut la création d'un véritable gouvernement. On veut pas qu'il y ait simplement, qu'on reprenne simplement les vieilles structures administratives, puis que on fasse une nouvelle confiture avec tout ça. Donc, il y avait cette question-là qui les dérangeait, le fait que c'était seulement un amalgame des vieilles structures. Puis ensuite, ils trouvaient que dans la proposition qui était faite, il n'y avait pas assez de place donnée à la culture, à la langue, et donc ça leur faisait peur. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles Est-ce qu'il y ils a ont quand même voté une non. cohésion entre ces différents villages-là? Est-ce qu'il y a une certaine unité de culture, d'échange? Est-ce qu'il y a une entraide aussi, ou il y a une espèce de compétition? Non, il n'y a pas de compétition, il y a plutôt une entraide en général. Ils se retrouvent tous d'abord au sein de de l'administration régionale catholique, j'allais dire. Oh, voilà. Kativik. Oui. Et donc il y a un conseil régional qui a lieu tous les 3-4 mois. Et donc ils prennent des décisions en consensus. Tous les villages sont représentés. Donc il n'y a pas vraiment de... Bon, il peut y en avoir un peu, mais en général, ils construisent quand même ensemble. Je ne sais pas si tu as une autre expérience ou si tu veux... C'est un sujet que je connais vraiment peu. Moi, ce que j'aime, c'est les chasseurs. Ah oui? Mais tu sais, moi, je travaille sur l'alimentation traditionnelle, donc les gens avec Est-ce qu'il y a lesquels des chasseurs dans tous les villages? Absolument, Oui. absolument. Ça, c'est une tradition qui se conserve. Absolument. Mais tu sais, dans les femmes qui pêchent ou les hommes qui chassent ou les femmes qui chassent, mais dans le sens, j'aime les gens qui sont en connexion avec leur territoire. Donc, les aspects plus organisationnels, ça, c'est moins ma tasse de thé. Bon, ça, on a passé là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on a? Oui, comment les recherches scientifiques, comme la chaire Nasivic, ont un impact sur les politiques publiques, les décisions internationales prises en matière de protection de l'environnement? Je pense que ça serait... Je pense qu'il faut mettre en lumière une vingtaine d'années de travaux, pas juste les miens. Moi, je suis que la toute dernière, mais les travaux d'Éric Dewally, de Gina McCall, de Pierre Ayotte en Arctique, par exemple, ont mis en lumière l'effet de l'exposition à certains contaminants, comme les BPC, par exemple, qui étaient, à l'époque des années 80, très élevés, et leurs effets sur le développement des enfants ont été utilisés, par exemple, par tant les gouvernements canadiens que les associations comme le Inuit Circumpolar Council, qui est une organisation qui réunit les Inuits dans différentes régions de l'Arctique, pour aller faire des plaidoyers pour demander que ces contaminants-là soient bannis. Par exemple, ces informations-là scientifiques ont été utilisées pour la mise en place de la Convention de Stockholm. De nos jours, la Convention de Stockholm a été mise en œuvre en 2004. De nos jours, les BPC sont maintenant en diminution dans l'Arctique. En partie à cause de ces actions-là internationales. Comme par exemple, l'année dernière, il y a eu la Convention sur le mercure qui a été mise en place. Les travaux de Gina McCall ont été clés dans la mise en œuvre. Les effets qu'elle a documentés chez les enfants ont été utilisés comme plaidoyer pour dire, regardez, le mercure a des effets importants sur nos communautés. Donc, moi, mes travaux s'inscrivent là-dedans, de mieux comprendre les effets des contaminants, de documenter les niveaux pour apporter l'information aux instances fédérales, mais aussi au niveau international, à nos collègues de ICC, Inuit Circumpolar Council, par exemple, pour qu'ils puissent aller faire du plaidoyer. Donc, notre rôle, c'est de produire les connaissances, les apporter Ça leur donne des outils politiques à eux pour... Absolument. Mais aussi au niveau régional, je travaille, par exemple, avec nos collègues de la santé publique pour essayer de produire les connaissances pour qu'eux puissent développer des interventions. Donc, mon rôle, c'est d'essayer de fournir l'information de la plus juste, de la façon la plus transparente, pour qu'elles se rendent à différents niveaux. Mais je pense que les exemples des conventions internationales, c'est définitivement les plus beaux exemples des effets des projets de recherche sur les contaminants. Je vais sortir un peu de votre champ d'expertise. Mais Puis, je vais rajouter une chose parce que c'est important de le dire, dans le sens que
On a fait le calcul du nombre d'Inuits qui ont participé à des projets de recherche au Nunavik depuis le début de ces projets de recherche sur les contaminants. On arrive à 4000 depuis les années 80. 4000 personnes au Nunavik. La population, elle est 12 000. Au fil des années, peut-être, mais dans le sens, les Inuits ont contribué de façon importante à bannir les contaminants, pas juste au Nunavik, mais à l'échelle internationale. Donc là, leur contribution à la recherche, non seulement elle a des répercussions au Nunavik, mais elle a des répercussions ailleurs dans le monde. Donc on essaie le plus possible de passer ce message en disant, quand vous participez à des projets de recherche, peut-être qu'à court terme, vous ne voyez pas les effets, mais votre contribution à la recherche au fil des années, avec notre équipe, a eu des répercussions ailleurs dans le monde aussi. Peut changer les habitudes un peu. Peut changer des choses. Si on revient au développement plus économique, là, moi j'ai en tête le plan Nord. Là, si on construit des routes et tout ça, puis je ne sais pas comment c'est négocié, est-ce qu'ils ont des retombées là-dessus? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais est-ce que c'est bien vu de la part des Inuits, ce développement-là, cette exploitation-là du sous-sol, en fait? Moi, je sais que les Inuits ont répondu au plan Nord en écrivant le plan Nunavik en 2012. Puis ensuite, ça en est suivi une réponse. Il faudrait qu'on aille chercher le document, mais peut-être que tu as des éléments de réponse plus poussés que moi. Là. Ouais, ben en fait, ils font un peu un état des lieux de leurs besoins actuels à tous les niveaux, quoi. Santé, éducation, sociale. Exactement, les infrastructures, l'économie, tout ça. Donc, c'est un document le plan Parnasse-Imaotique, là, c'est un document assez important. Le gouvernement québécois a ça entre les mains aujourd'hui, mais depuis, on n'a pas eu vraiment de réaction ou de réponse concrète à ces... Mais eux font de la représentation politique quand même là-dessus. Ouais. Je pense que ça serait faux de dire qu'il n'y a pas d'écoute. Il y a une volonté de mieux faire les choses. Elle est là. Mais des fois, c'est comment aussi. Donc, Puis c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas tendance à couper les relations en disant non, nous, on veut pas de ça. Ils sont plutôt dans la construction de relations. Donc, plutôt que de rejeter le plan Nord, ils vont dire bon, on peut peut-être tirer des bénéfices de ce plan Nord tout en faisant valoir nos besoins et nos intérêts. Parfait. Alors, moi, je poursuis. Bon, ça, on en a parlé quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? On a fait le tour pas mal. Je pense que je vais aller sur ma question finale. Bon, il y avait les livres de Caroline ici. Le pouvoir vient d'ailleurs. C'est surtout de celui-là dont tu voulais parler, je crois. Alors peut-être nous résumer qu'est-ce que c'est ce livre, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qu'on y trouve? Ben, en fait, on y trouve concrètement les principaux résultats de ma thèse de doctorat qui était sur les transformations du pouvoir chez les Inuits du Nunavik au cours du siècle dernier, et puis l'émergence de la figure du leader. Donc, en fait, ce que je montre principalement, c'est qu'on ne peut pas comprendre le leadership chez les Inuits sans comprendre les relations de coopération et d'entraide. Donc, c'est intimement lié. Tout se joue à travers ces relations-là. Et puis l'autre, c'était plus une entrevue. Ouais, en fait, des échanges avec. C'est un échange avec Jack Curtness, qui est un Innu originaire de Mashteuiatsh, et qui a joué un rôle important dans les négociations politiques donc de son peuple, et qui en fait raconte sa vie, quoi. C'est un récit biographique. Qui est passionnant parce qu'on le voit petit, on le voit jeune étudiant en psychologie, et on le voit ensuite négociateur politique. Il a un parcours super intéressant. Et du côté de Mélanie, c'est davantage des articles et toutes sortes de publications scientifiques. Entre autres. Sur plein de sujets, là, si on tape, je présume qu'on va. Oui, mais je pense que les articles scientifiques, c'est une chose. Mais moi, ce qui me fait plaisir de voir aussi, c'est quand mes travaux de recherche ou nos travaux ensemble se traduisent dans des petits documents pour les communautés, des documents accessibles, vulgarisés pour les communautés. Moi, c'est quand on fait des projets de recherche qui servent à quelque chose, moi, ça va me faire me lever le matin et travailler fort. Oui. Autant si c'est pas plus qu'un article scientifique. Nicolas qui demande, est-ce que les relations d'entraide sont encore bien présentes aujourd'hui entre les Inuits du Nunavik? Se sont-elles estompées avec le temps? Les relations d'entraide sont encore très, très présentes.
Donc au niveau alimentaire, par exemple, c'est vraiment important, quoi. Ils partagent leurs ressources alimentaires. Peut-être que tu as envie d'en parler, mais Je pense que tu connais mieux ça que moi, à part que je sais que quand il y a un phoque qui arrive, tout le monde est bienvenu. Ah Ouais. oui, OK. Ben, La on table peut- est ouverte. on peut donner l'exemple aussi du congélateur communautaire. Donc dans chaque village du Nunavik, il y a un hangar qui a un congélateur communautaire dans lequel les chasseurs viennent apporter certaines de leurs prises. Même la municipalité en tant que telle paye des chasseurs pour qu'ils aillent chasser. OK. Et n'importe qui peut venir se servir dans ce congélateur gratuitement. Donc c'est vraiment un des symboles assez forts de la force du partage en fait chez les Inuits aujourd'hui.